Salut à tous et bienvenue sur l'OM Talking Geneva. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, sur OM Nation Genève et plus projet parce que nous sommes officiels à présent. Au menu ce soir, un gros talk, on vous l'avait promis. On va revenir dans un premier temps sur le match OM Bordeaux. L'OM renoue enfin avec la victoire, la première à domicile cette saison, 3-1. Peut-on parler d'une nouvelle organisation type en losange en 4-4-2 en attendant le retour de Dimitri Payet? AVB a-t-il réussi son coup? Nous reviendrons également sur des joueurs à la loupe comme nos chroniqueurs le font à chaque émission. Dans une deuxième partie, on parlera du match à l'Olympiakos, le retour de l'OM en Champions League, quelles sont nos chances de résultats et espoirs. Quelle 11 pour débuter ce match? AVP va-t-il reconduire son 4-4-2 en losange? Et en troisième partie, les questions à notre invité du jour que vous connaissez tous et que nous attendons tous. Pour m'accompagner ce soir, toute l'équipe du OM Talking Geneva est au complet. Salut Raph, Christopher, Richard et Flo. J'espère que vous allez bien. Salut. Salut à tous. Et notre invité qui va nous accompagner ce soir, vous le connaissez tous pour sa culture footballistique, pour son franc-parler. Bonsoir Pierre Ménès. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation, Pierre. Alors, on va commencer tout de suite avec le débrief du match. Donc, enfin une victoire à domicile. On a vu une défaite et 2 matchs nuls. Ça fait du bien de gagner ce premier match à la maison. 3-1, but de Thauvin, Amavi et un but contre son camp de Pablo. Donc, AVB nous a surpris avec un 4-4-2 en losange, alors qu'on avait plutôt entendu parler en conférence de presse qu'il pourrait jouer à 5 derrière. Raph, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce nouveau système? Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle organisation type en espérant peut-être qu'elle marchera et qu'on inclura Dimitri Payet quand il reviendra? C'est quelque chose qui peut se comprendre parce qu'on a beaucoup de monde au milieu de terrain. Et puis, voilà, dès qu'on n'a plus Payet, il faut tout de suite penser à réorganiser le schéma tactique. J'ai trouvé la disposition assez bonne. Peut-être que Cuisance était un peu trop haut, mais je pense que cette position de 10 est plus vouée à être plus tard pour Dimitri Payet. Thauvin et Benedetto dans l'axe, ça a plutôt bien fonctionné pour Thauvin. Benedetto, on y reviendra après, mais ça n'a pas été flamboyant. Et oui, c'était assez surprenant qu'il n'ait pas passé dans une défense à 3, enfin 3 centraux et puis deux pistons. C'était assez étonnant. Et sinon, oui, le gros point positif de ce match, je trouve, ça a été le milieu qui a assez bien fonctionné. D'accord. Pierre, votre impression sur ce match, est-ce que vous attendez à une composition comme celle-là, un système de jeu comme celui-ci? Ce qui est assez drôle, c'est de voir Villas-Boas jouer en 4-4-2 la seule fois où il n'y a pas Payet, quoi. Parce que depuis que Andrés est là, Payet a toujours joué sur le côté gauche. Moi, j'ai toujours été plutôt contre ça. Moi, je pense que Payet, compte tenu aussi de son physique, pourrait beaucoup plus s'économiser en étant dans l'axe, finalement jouer ce que j'appelle les coups durs, quoi, tu vois. On ne demande pas à un joueur comme Payet d'avoir 95% de passes réussies dans un match. On lui demande d'être décisif. Ça n'a rien à voir. C'est comme les mecs qui me disent à chaque fois Neymar, il a perdu 20 ballons. Je dis, mais il a mis 2 passes d'ess et un but. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il ait perdu 20 ballons? Donc, tu vois, il y a des milieux qui font. Évidemment, c'est beaucoup plus problématique si ça arrive à Rongier, à Sanson ou à Camara. Mais un mec qui joue à ce poste-là, on lui demande de puncher, on lui demande de faire des choses difficiles. On lui demande pas de faire des passes à 15 mètres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce match contre Bordeaux, qui de toute façon ne pouvait se terminer par autre chose qu'une victoire. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si Villas-Boas va conserver ce système contre des équipes plus huppées et qu'est-ce qu'il va faire de Payet. D'accord. C'est vrai que, comme vous dites, Payet est un vrai numéro 10. Bielsa l'a vraiment révélé en numéro 10. Mais AVB, quand il est arrivé au club, pour lui, Payet allait jouer sur l'aile. Et c'est pour ça qu'on peut se poser cette question de savoir s'il va l'intégrer en tant que numéro 10 dans ce système, quoi. Je le vois mal s'en passer. Donc, de toute façon, soit il change de dispositif, soit il met Payet numéro 10. Il n'y a pas 50 000 solutions. Hein.
Oui, donc le système peut dépendre de Dimitri Payet au final. Oui, voilà. Comme le système en équipe de France dépend malheureusement de Griezmann. D'accord. D'accord. Du coup, vu qu'on a gagné ce match, on va dire que la deuxième mi-temps était quand même de notre part un peu meilleure que la première. Il y a quand même des motifs de satisfaction. Est-ce qu'on peut dire qu'au final, que AVB a réussi son coup, tout simplement, Christopher? Oui, il a réussi son coup parce que, en fait, il a surtout réussi un coup un peu de bluff, parce qu'il a comme été deux fois, une fois sur RMC et puis en conférence de presse le matin, a tenté un coup en disant qu'il allait passer en 5-3-2. Et finalement, d'ailleurs, il s'est même excusé après le match en disant ah, je suis désolé. Avec son franc-parler, c'est assez étonnant d'ailleurs de le voir mentir. Donc ouais, il a vraiment réussi son coup parce que déjà il a la victoire. Je pense vraiment que l'équipe en face comme était très surprise de cette formation. Et puis aussi moi ce qui m'a surpris c'est quand toute l'après-midi on a entendu AVB en train de répéter que lui il croyait pas du tout à un vrai 10. Que pour lui, le milieu de terrain moderne, ça n'existe. Enfin voilà, que le milieu de terrain entre guillemets à la Bielsa, ça n'existe plus parce que les équipes sont trop physiques aujourd'hui pour pouvoir avoir ce genre de joueurs dans leur effectif et dans leur stratégie. Donc en fait, il s'est complètement récusé en fait avec le match. Donc du coup moi par rapport à ce que vient de dire Pierre Ménès, moi je suis embêté parce que je sais pas du tout ce qu'il va faire effectivement sur le prochain match parce que je comprends pas en fait dans ce qu'il a dit, ce qu'il pensait vraiment ou pas, s'il croyait vraiment en fait à mettre vraiment Payet en vrai meneur ou pas, ou si vraiment il a vraiment cette idée toujours de jouer avec des équipes basées beaucoup plus sur le physique en allant comme ça, en attaquant comme ça sur les côtés. Je sais pas. Voilà, pour moi, je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il va mettre comme équipe face à l'Olympiakos. Ça, on va revenir en deuxième partie de l'émission. Mais Pierre, est-ce que vous êtes d'accord avec Christopher ou pour vous, il a réussi son coup? C'est juste un coup de poker sur un match ou au final, il va peut-être le tenter sur le long terme? J'ai envie de dire que si Villas-Boas est obligé de faire des coups de poker contre Bordeaux, l'OM est vraiment dans la merde, quoi. Oui. Honnêtement, je pense qu'il aurait joué dans n'importe quel dispositif, il aurait gagné pareil. Hein. Parce qu'il y a un moment donné, on va en parler de la nullité absolue de Bordeaux. Quoi. Tu vois, c'est un club qui est en difficulté depuis de nombreuses années. Oui. Ah ouais, mais là tu te rends compte, Ben Arfa, il n'a pas joué depuis un an. J'ai vu que lui à Bordeaux en première période. En deuxième période, il a très logiquement explosé physiquement, mais en première période, tu vois que lui, quoi. Donc, tu te dis, qu'est-ce qu'ils foutent les 10 autres? Qu'est-ce qu'ils foutent les 10 autres? Alors, Koski, il est super pour arrêter les pénaltys. Par contre, je suis désolé, mais sa défense sur la tête d'Amavi, elle est ridicule. Il doit pousser sur les jambes, il doit monter à 15 cm. Donc, voilà, quoi. Je sais bien que c'est le propre de vos émissions, et de la nôtre aussi, d'essayer de décortiquer, de faire de la tactique. Mais là, franchement, il aurait joué en 4-2-3-1, il aurait joué en 3-5-2, il aurait joué en 5-5. Il aurait mis une branlée à Bordeaux, pareil. Hein. Donc pour vous, l'adversaire était médiocre. Donc tout ça pour dire que je suis pas certain qu'il tire des conclusions définitives de ce match pour la suite des événements. D'accord. Oui, donc pour vous, ce que je voulais dire, c'est que l'adversaire, vu la qualité de l'adversaire, la tactique est passée et qu'il faudra retenter ça peut-être face à un adversaire de meilleure qualité, quoi. Maintenant, Marseille avait été en grande difficulté contre Metz, qui est a priori beaucoup plus fort que Bordeaux. Donc, a priori, non. Oui. C'est peut-être aussi que le niveau de Marseille a progressé sur ces deux matchs. Quoi. On l'espère. En tout cas. Ce que vous voyez là, c'est pas un coussin, hein. C'est Edison. Hein. Les tâches. Ah oui. C'est Edison. Et j'en profite, il ne s'appelle pas Edison à cause de Cavani. Hein. Il s'appelait déjà comme ça quand on l'a recueilli. Ah, je posais justement la question. Tiens. Ah bah c'est bien que vous le disiez, parce que je posais justement la question à chaque fois que vous parlez d'Edison. Ah ouais, non, mais tu connais mon amour pour Cavani, tu penses bien que j'aurais pas donné son nom. Ce jour, j'aurais préféré l'appeler Émile ou Érection. On vous avait promis du grand Pierre Ménès ce soir, on l'a. Les joueurs à la loupe. Alors, comme à chaque émission, on décortique, chaque chroniqueur va décortiquer un joueur à la loupe.
On va commencer peut-être par un joueur qui était en difficulté sur ce match et qui est déjà en difficulté depuis un moment. C'est Dario Benedetto. Richard, je me tourne vers toi. Je sais que tu es un fan de JPP à la base, donc tu es un fan des grands attaquants, des buteurs. Ouais, donc il est dans On la a même. Alors, est-ce qu'on a perdu Dario Benedetto, tu penses ou... Alors, Benedetto, excusez-moi d'être direct et d'être franc, notamment vu qu'il y a Pierre avec nous ce soir, mais il commence singulièrement à me courir sur le haricot parce que depuis l'année dernière, ben, je veux bien qu'on dise qu'il n'a pas assez de ballons, mais bon, voilà, c'est un buteur. Il est là pour marquer et je le vois pas beaucoup marquer de buts et moi, ça me fatigue parce que ben, tu parlais de Jean-Pierre Papin. Papin, quand il n'avait pas de ballon, il redescendait, il prenait le ballon et il transperçait les lignes et il te mettait des croisés de folie et des reprises de volée de folie. Donc, à un moment donné, je veux bien. On critique Mitroglou. Mitroglou, il a mis le même nombre de buts que lui. Ça commence à être fatigant. Alors, soit il faut lui mettre un deuxième attaquant à ses côtés ou un ailier de métier qui n'est pas comme Payet, qui va enfin faire des longues courses et qui va mettre des centres pour qu'il puisse avoir des ballons, soit il se réveille par lui-même et il va chercher les ballons et il va la mettre au fond par lui-même. Ou il redescend, il repique un petit peu pour jouer un petit peu avec Thauvin et Payet, parce que là, on le voit pas. On le voit pas. Il se passe rien. D'accord. Donc, le niveau actuellement, voilà, moi, à un moment donné, on m'a posé la question sur Mitroglou. J'ai dit, gardez-le en doublure. Il fera pas pire. Il peut même marquer des buts de la tête que Benedetto ne marque pas actuellement. C'est sûr qu'il va Voilà, pas partir. Voilà. Si Alors Ravi- justement, Pierre, donnez-nous votre avis. Est-ce qu'on a perdu Benedetto à l'OM? Concernant Ok. Benedetto, je me souviens de ce que j'avais dit et je me mettais, mais bon, ça c'est une habitude, c'est insulté par les Marseillais. J'avais dit que 15 millions pour un attaquant argentin de 29 ans qui n'a jamais mis les pieds en Europe. Déjà, quand tu as dit ça, il y a une couille dans le potage. C'est clair. Donc voilà. Et Marseille n'en a évidemment pas pour son argent, mais Marseille en a pour le niveau du joueur. C'est un joueur plus que moyen. Moi, je veux bien qu'on dise on va lui mettre des ballons, on va lui mettre. C'est comme quand Oui, peut-être même comme ça, il sera pas bon. c'est comme quand on parle d'Icardi en disant bah, oui, il n'a pas de ballon. Bah, il n'a pas de ballon, il a qu'à se mettre au niveau des deux autres s'il veut des ballons. Hein. Benedetto contre Bordeaux, à un moment donné, je me suis dit mais c'est pas possible, il joue milieu ou quoi? Ouais, c'est clair. Et, Ouais, c'est vrai. J'ai presque envie de le mettre 9,5, moi, des fois, à la place de Germain et mettre Germain devant lui parce qu'on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Quoi. Mais mettons si on avait eu la même patience avec Germain qu'on l'a avec Benedetto, je pense que Germain aurait mis plus de buts. Ben oui, je me pose la question. Je parlais de Mitroglou, mais Germain, c'est exactement la même situation. Finalement, il a marqué quelques buts avec peu de temps de jeu. Donc, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? C'est un meilleur footballeur que Benedetto. Hein. C'est un très bon joueur de club, comme je l'ai souvent dit, et puis il est très intelligent dans le jeu. Malheureusement, Moi, je ne le supporte pas. il n'a pas été utilisé à son bon poste, à la bonne manière, je trouve. Non, mais tu sais, juste pour rajouter une toute petite chose, en fait, ce qui est assez grave en plus dans le cas de Benedetto sur ce match, c'est qu'on disait toujours en fait qu'un 4-4-2 lui correspondrait sans doute mieux avec un attaquant à ses côtés. Or, sur ce match, il y avait Thauvin qui était présent à ses côtés. Ça n'a pas non plus amélioré son rendement ni son jeu, quoi. Donc c'est assez mauvais signe tout ça quand même. Ça commence à être inquiétant. Et il y a un moment donné où il faut que AVB, parce que je commence à voir que AVB ne fait pas des choix. On va continuer sur le deuxième joueur, c'est Florian Thauvin, buteur, passeur sur le but d'Amavi. Il a raté un penalty. Il revient quand même. On trouve qu'il est quand même sur le bon chemin pour retrouver son niveau. Flo, on t'a pas trop entendu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Florian Thauvin justement? Alors moi je vais être un peu direct sur ce que je vais dire sur Florian Thauvin, c'est que il fait du Thauvin en fait. Quand les petites équipes, quand les équipes moyennes, il est là. Bon, cette année face à Paris, il était là aussi, donc heureusement. Mais voilà, Thauvin il marque, magnifique but quand même, enfin, ça spécial, heureusement. Ça spécial, oui. Passe décisive à Amavi. On a plus l'impression qu'il a mis un canon sur la tête à Amavi, quoi. On dirait il a bourriné pour marquer et puis finalement c'est tombé sur la tête à Amavi. Bon, tant mieux que c'est une passe décisive, hein. Tant mieux qu'on a marqué.
Mais voilà, c'est Thauvin face à Bordeaux. C'est Thauvin dans les équipes moyennes de Ligue 1. Bon, ces dernières années, il était un peu mieux contre les grosses équipes, mais bon, finalement, c'est du Thauvin, quoi. Ok. Alors, juste avant de demander l'avis de Pierre Ménez, juste pour vous dire que la première partie de l'émission sur Instagram est terminée, que la deuxième partie, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Donc, si vous avez commenté sur YouTube, restez sur YouTube. Pierre, votre avis, est-ce que vous pensez que Thauvin est dans le bon chemin? Je suis pas très objectif avec Thauvin parce que je l'adore. C'est un gamin formidable. Et moi, je suis quand même épaté de voir le niveau qu'il a alors qu'il a passé quasiment un an sans jouer. Enfin, un an sans jouer d'ailleurs. Je crois qu'il n'avait fait qu'un match l'année dernière avant le Covid. Donc, le mec, il a déjà mis 3 buts. Je trouve que voilà, c'est quand même le rendement. Alors, effectivement, le rendement, c'est comme l'a dit le maillot blanc avec les lunettes. Flo. Comme l'a dit Flo, c'est contre les petites équipes, mais enfin bon, c'est souvent contre les petites équipes que tu prends le plus de points et que tu finis dans le meilleur classement possible. Moi, je suis tout à fait effaré que l'OM ne soit pas en égo avec lui pour le prolonger. Après, il y a un autre truc dont je suis effaré, c'est la manière dont les gens défendent sur lui. Parce que tout le monde le sait qu'il va frapper du gauche, il n'a pas de pied droit. Donc, j'ai envie je serais entraîneur et je jouerais contre l'OM, je dirais au mec qui va marquer Thauvin, je ne le veux pas le voir rentrer sur son pied gauche. Tu le laisses partir sur le côté, on s'en fout. Je ne veux pas le voir rentrer pied gauche. Et oui, combien il en a mis des buts comme ça Mais c'est clair. Et en plus, je peux intervenir? Vas-y, Richard, je t'en prie. Moi, mon problème avec Thauvin, c'est que je le vois comme un très grand joueur. Mais c'est un très grand joueur qui n'a pas encore passé le palier qui doit passer. Alors, c'est vrai que de notre côté, s'il passe ce palier, on le perd et on va le voir débarquer au Bayern de Munich, à Barcelone, etc. Mais que ça soit, même si c'est pour qu'il reste encore un temps chez nous, ne serait-ce qu'une saison de le voir à ce niveau-là, j'aimerais le voir passer ce palier parce qu'il est, pour moi, bon, c'est un garçon formidable, je suis totalement d'accord avec vous, Pierre, mais je voudrais le voir passer ce palier et s'imposer en équipe de France parce que d'abord, il le mérite, parce qu'il est formidable, mais j'ai l'impression qu'il a encore du travail sur la confiance. À mon avis. Là, tu parles de le faire jouer en équipe de France, un petit peu comme quand tu parles de faire jouer Gay au milieu. À la place de qui en équipe de France? Ben oui, je sais que c'est difficile avec la concurrence qu'il y a, mais il peut être plus fort que les Coman, etc. Ouais. Moi, je vois pas. Pierre, je sais pas ce que vous en pensez, mais comment il s'appelle celui qui joue à Manchester United, qui joue côté Martial. Voilà. Thauvin, il n'est pas moins fort que lui. Il n'est pas moins fort que lui. Non, mais le problème de Thauvin, c'est que c'est un joueur de côté, vraiment côté droit. Donc, ça veut dire que si tu mets là, vraiment côté gauche, donc c'est dans l'équilibre, enfin, dans la manière dont Deschamps conçoit l'équipe de France, c'est-à-dire faut mettre Griezmann dans les meilleures conditions et deux pauvres mecs devant qui vont au casse-pipe. Je suis pas certain que ça convienne à Thauvin. Maintenant, je suis pas non plus certain que Thauvin soit supérieur à Coman. Mais alors, loin de là, même. Oui, moi non plus. Mais c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'il passe un palier. C'est pour ça que ce qui me gêne avec Flo, c'est que finalement, c'est un joueur qui dribble assez peu. Un joueur qui, quand même, bec à bec, n'est pas exceptionnel. C'est clair. C'est ce qui fait la différence entre un Mbappé et lui. Enfin, bon, Mbappé, c'est Waddle sans les dribbles, quoi. C'est Waddle sans les dribbles, oui. Mais Mbappé, il a la vitesse, en plus, ce que Waddle n'avait pas. On va continuer si vous le voulez après, bien. Rafi, je peux juste intervenir sur un truc? Et après, tu auras la parole, mais vas-y. Ouais, c'est Richard, il parle de palier pour Thauvin, et j'aimerais bien avoir l'avis de Pierre. Est-ce que la Champions League cette année, ça peut pas lui permettre de franchir ce fameux palier dont on parle depuis des années? Si, ça peut le permettre à beaucoup de joueurs. C'est ce qu'on attend des joueurs c'est ce qu'on attend de l'équipe de Marseille et de l'équipe de Rennes. C'est la différence entre Rennes, Marseille et Paris. Paris, on attend qu'ils soient premiers de leur poule comme tous les ans.
Et tout autre résultat sera un échec, même s'ils finissent deuxième. Marseille et Rennes, tout le monde sera, je pense, assez content s'ils continuent leur aventure en Europa League, et tout le monde serait enchanté et parlerait presque à juste titre d'exploit s'ils se qualifiaient pour les huitièmes de finale. Et il y a des joueurs à Marseille qui, effectivement, vont jouer gros dans ça. Je pense à Caleta-Sarr, je pense à Camara, à Rongier, à Sanson, à Thauvin. Voilà, c'est des joueurs qui peuvent se servir de cette compétition pour franchir un palier. Et par exemple, Cuisance. Donc peut-être qu'il peut franchir un palier. En tout cas, il a fait un bon début, un bon premier match, une prestation assez solide. Oui, comme on disait contre Bordeaux. Hein. Contre Bordeaux, mais bon, c'est un bon début. On est content du match, mais ils étaient faibles. Il a raison quand même, Pierre. C'est vrai, Pierre a raison. Bon, on va pas cracher dans la soupe non plus parce que. Oui, on est content du résultat. Voilà. Donc Cuisance à la loupe avec Raph. Moi, j'ai bien aimé. Moi, c'est un joueur que je suis depuis des années. Avant même qu'il arrive au Bayern, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur assez complet et qui est assez costaud physiquement. Et j'ai bien aimé sa complémentarité qu'il avait avec Rongier quand ils ont enchaîné les passes à 2-3 touches de balle. Et j'ai trouvé qu'il jouait simple. Bon, après, c'est un premier match contre Bordeaux. Mais voilà, et sur le deuxième but, il décale bien à Mavi. Enfin, sur le troisième but, il décale assez bien à Mavi. Sur le côté qui après frappe. Mais pour un premier match, c'était une assez bonne prestation. Pierre, vous êtes d'accord? Je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Effectivement, il a joué simple. Il a pris très peu de risques avec la balle. Donc, du coup, pour un joueur qui joue de numéro 10, il a perdu très peu de ballons. Moi, ce que j'ai remarqué dans ce match, c'est qu'un joueur comme Rongier, que je trouve plutôt très décevant depuis le début de la saison, a fait pour moi son meilleur match contre Bordeaux. Et peut-être que la présence de Cuisance, qui quand même travaille pas mal pour un numéro 10, parce que je pense que s'il a un avenir à l'OM, c'est dans une position un petit peu plus reculée. Peut-être que ça permet de décharger Rongier de certaines responsabilités défensives. Moi, je ne crois pas du tout que Cuisance s'installera à ce poste-là, parce que ça voudrait dire que Payet ne joue plus. Et je ne pense pas que ça fasse partie des plans du Villas-Boas, parce qu'en talent pur, Payet a plus de talent que Cuisance. D'accord. Pierre, d'après vous, pourquoi AVB s'entête avec ce dispositif en 4-3-3, mais en plus avec des ailiers qui ne sont pas de métier et Payet sur la gauche comme ça? Mais parce qu'on en revient à ce que je te disais sur l'équipe de France et Thauvin, c'est qu'à partir du moment où tu as Thauvin côté droit, vraiment côté droit, tu es obligé d'avoir un Pantan côté gauche, sinon tu as une équipe qui boite. Oui, mais pourquoi Payet? Ah oui, parce qu'il ne veut pas le sortir de l'équipe, d'accord. Tu veux mettre qui à la place de Payet? Tu veux mettre Denis. Alors maintenant, il y a le petit Brésilien qui ne m'a pas déplu sur les quelques ballons que je l'ai vu toucher. J'aimerais bien voir Il a l'air technique, oui. Ouais, puis il a l'air d'avoir du... Ouais, il est puissant. Donc, il a quelque chose. Je pense qu'il a quelque chose. Oui. Alors, on va finir avec Amavi. Alors, écoutez, on a envie de faire sortir notre côté marseillais, je pense. On s'est un peu enflammé avec Jordan Amavi. Il a été buteur, il revient bien depuis un certain moment. Donc, la question qu'on a envie de dire, retour en force de Jordan Amavi. Peut-il prétendre à titiller les défenseurs latéraux, le défenseur latéral gauche en équipe de France? Christopher, à toi. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le match d'Amavi. Pour moi, c'était l'homme du match. J'ai revu le match, d'ailleurs, et je continue vraiment à le penser. Il a été excellent à la fois dans les phases défensives et les phases offensives. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il le dit lui-même, le but qu'il a mis, c'était un des types de buts qu'il mettait déjà avec du temps quand il était avec Nice. Donc, je trouve aussi assez intéressant cette réflexion qu'il a eue, c'est-à-dire, ça veut dire comme qu'il a eu des discussions avec AVB sur des buts qu'il aurait mis comme ça du temps de Nice. Et puis, j'ai vraiment apprécié ses montées. J'apprécie aussi son état d'esprit, qui est vraiment rien à voir avec ce qu'on avait l'année dernière. Et pour la petite anecdote, en fait, Cocorico, OM Nation Genève, on lui avait posé une question, en fait, via les réseaux sociaux.
Et on lui a demandé en fait si c'était amélioré dans son jeu depuis qu'AVB était là. Et puis il nous l'avait confirmé. Il nous avait dit surtout que vraiment, notamment, AVB savait le mettre en confiance et savait l'utiliser. Et en fait, il faut quand même noter en fait que les deux latéraux ont fait un bon match. Donc, on peut quand même penser aussi que le fait de passer en 4-4-2, c'est quand même aussi une stratégie qui est quand même une tactique qui est beaucoup plus confortable pour les latéraux, permet vraiment beaucoup plus de les mettre en avant et voilà, qui s'éclatent eux aussi de leur côté et qui prennent plus de plaisir sur le terrain. D'accord. Pierre, j'imagine que dans le passé, vous n'avez pas toujours été tendre avec Jordan Amavi, mais bon, comme beaucoup de supporters marseillais. J'ai jamais été aussi dur avec Amavi que les supporters marseillais en tout d'accord. J'aurais une petite parenthèse à propos d'Amavi, parce que samedi soir au CFC, je me suis retrouvé au cœur d'une polémique insensée où des supporters marseillais ont dit que j'avais dit qu'Amavi était un joueur de merde. Donc, évidemment, moi, j'ai demandé autour de moi, à Hervé, à Olivier, à tout ça, je dis, mais est-ce que j'ai dit ça? Ils m'ont dit, mais non, pas du tout. Et effectivement, c'est Karim Benani qui m'a dit, mais non, quand Hervé t'a chambré avec Amavi, joueur du match, tu as dit à Hervé, t'es un fouteur de merde. Donc, d'accord. Ouais, non. Si tu veux, je suis toujours. Le problème, c'est qu'avant, c'est-à-dire qu'on peut suffisamment polémiquer avec moi sur ce que je dis. On n'est pas obligé d'inventer des merdes. J'ai porté plainte en diffamation aujourd'hui contre SoFoot. Oui, on l'a vu, oui. Là, maintenant, voilà, là, il faut me lâcher la grappe. Là, il faut me lâcher la grappe. Moi, Pierre, vous pouvez leur demander, encore cette semaine, je leur disais à notre équipe de chroniqueurs, je leur disais, moi, je suis désolé, mais Pierre Ménès, je trouve que il a souvent des analyses qui sont dans l'équité et il n'est pas forcément contre l'OM. Donc, tu l'as dit dans le dernier talk, il me semble aussi. Voilà, vous l'avez dit dans le dernier talk. Dans notre dernier talk. Donc, on a parlé sans savoir moi, si tu veux, j'ai aucune affinité avec Marseille, c'est pas ma région, c'est pas mon. Voilà. J'ai beaucoup d'amis dans l'équipe. Payet, Thauvin, Mandanda, voilà. Là, il y en a encore un. Le petit Lopez est parti, ça fait encore un copain de moins, mais avant, il y avait. Moi, j'ai des amis, j'en ai toujours eu. Moi, Lopez, c'était mon ennemi. Hein, donc, ouais, mais d'accord, mais c'était un gentil mec. Et mais le meilleur ami que j'ai eu qui a porté le maillot de l'OM, ça avait décollé. Je rappelle que je promenais Jordan Ayew en poussette avec lui sur la corniche. Voilà, ça fait des souvenirs. Après, c'est vrai que je trouve que les supporters marseillais manquent beaucoup de finesse et sont toujours dans la parano et l'agressivité. Et c'est vrai que sur 10 personnes que je bloque sur Twitter, il y a 8 Marseillais, quoi. Il y a une sorte de légende urbaine qui veut que je déteste Marseille, ce qui est faux. Alors merci d'avoir démenti, voilà. ça aujourd'hui. Croyez-moi, merci d'avoir démenti ça. Le problème est réglé. On va les supporters de l'OM qui regardent cette émission. Il y a d'autres clubs en France que je déteste beaucoup plus que l'OM, bien avant. Alors merci Pierre, que tous les supporters marseillais soient rassurés. Pierre Ménès n'est pas anti-marseillais. Et s'il était anti-marseillais, il serait pas avec nous aujourd'hui. Alors, on va juste vous demander de conclure pour Amavi. Vous êtes content de son retour en grâce quand même. On s'emballe un peu quand on parle d'équipe de France, mais on a envie de se faire un peu plaisir. Oui. Ah ouais. Tu sais, là, il y a Lucas Hernandez, il y a Digne, il y a du monde. Mais je pense que le PSG-OM lui a fait beaucoup de bien et son carton rouge lui a fait du bien. Là aussi, j'ai entendu hurler au scandale parce qu'il a pris 3 matchs. Je suis désolé, revoyez les images, il était hystérique. Donc voilà. Il s'est fait gronder par son papa et son papa avait raison. Oui. Voilà, maintenant, effectivement, je pense que depuis sa suspension, il est reparti sur des bonnes bases. Et c'était un boulet pour l'OM il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est un atout de l'OM. Bravo à lui. Très bien, Pierre, merci. On passe à la deuxième partie de l'émission. Donc, le match à l'Olympiakos mercredi soir. Donc, le retour de l'OM en Champions League. Quelles sont nos attentes et nos chances de résultat? Ça va être compliqué, on en a tous conscience. Flo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Qu'est-ce que tu espères tout simplement? Est-ce que tu penses que l'OM a ses chances déjà sur ce match dans un premier temps? Justement, tu l'as dit, ça va être difficile. Ça va être notre premier match de Ligue des Champions depuis 7 ans. L'Olympiakos, chez eux, bon, il n'y a pas les supporters
c'est un peu ce qui pourrait nous arranger, qui nous donnerait un peu plus de chance. Mais voilà, ils ont l'avantage du terrain. J'ai un peu regardé les résumés des matchs qu'ils ont joués en phase qualificative. Bon, c'est une équipe assez similaire à l'OM, j'ai l'impression. Ça joue vite. Ça joue beaucoup sur Valbuena, j'ai l'impression aussi. Youssef Al Arabi est pas mal, marque beaucoup de buts. Après, le championnat grec, c'est pas le championnat français, faut le dire. Mais c'est sûr que au duel des attaquants, El Arabi est meilleur que Benedetto, mais on va pas revenir sur ce débat-là. Bon, voilà, personnellement, je pense que il y a quelque chose à faire, il y a un résultat. De toute façon, faut se dire, si on veut accrocher la 3e ou la 2e place, faut gagner impérativement ce match-là. Donc, D'accord. ouais, Donc, petite victoire pour moi, je pense. Il y a pas. On l'espère. Alors, comme tu l'as dit, on va retrouver Mathieu Valbuena, donc les retrouvailles avec Mathieu Valbuena. Pierre, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste pour ce match, pour l'OM? Pour ce match-là, je suis plutôt optimiste. Sur les autres matchs, je suis forcément moins optimiste. Mais sur ce match-là, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et effectivement, si l'OM veut avoir des espoirs dans ce match, il va falloir prendre des points au tiré. Je suis pas certain que l'équipe de l'Olympiakos soit meilleure que celle de l'OM. Je pense que la profondeur de banc de l'Olympiakos est supérieure à celle de l'OM. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a en UEFA, il y a 3 ou 5 changements. Fini à 5, je crois. Ouais. C'est passé à 5. Ouais, je crois que c'est resté à 5, oui, effectivement. Ouais. C'est passé à 5. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'OM, ça. Maintenant, si Marseille doit avoir peur de Valbuena. Moi, j'ai toujours en tête votre fou rire. Aujourd'hui, il est chroniqueur à RMC. Hein, donc, attention, c'est un petit lutin. C'est un petit lutin qui se faufile de partout. Hein. Moi, j'ai toujours en souvenir votre fou rire sur le plateau du CFC quand Valbuena sortait avec son sac très relevé. Et là encore, polémique de merde, parce qu'on m'a dit que je m'étais moqué de sa taille. Je suis jamais moqué de sa taille. Je l'ai comparé à Tintin. J'ai jamais entendu une référence à la taille de Tintin. Il y avait de quoi rigoler aussi. Hein. Ah bah, soyons bon enfant de curieux. Quand tu veux faire l'énervé et sortir du stade parce que tu as perdu et te mettre te donner en spectacle, tu passes pour un crétin. Surtout que Valbuena, il a toujours une tendance à être un peu grenaille comme ça. Alors, on va continuer. Quel 11 de départ pour ce match? Est-ce que AVB doit reconduire son 4-4 de Losange qui a marché contre la faible équipe de Bordeaux, comme dit Pierre Ménès? C'est mon tour. Richard, je sais que tu es bouillant pour parler. Alors, vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Quel 11 de départ? Est-ce qu'il reconduit sa formule? Alors, sur le 11 de départ, tu sais ce que je vais dire. Bon, la défense, on ne va pas la toucher. Alvaro, Caletassar, à gauche Amavi, et à droite, bon, puisqu'on n'a pas le choix, on met Sakai. Moi, j'aurais préféré Bounassar, mais on met Sakai, puisque Bounassar n'est plus là. Voilà. Milieu de terrain, je vais énerver tout le monde encore, j'imagine, parce que moi, je fais un 4-4-2, donc ou un 4-2-3-1, et je m'égaye et puis je sacrifie quelqu'un, c'est-à-dire soit Rongier, soit Cuisance. Voilà, parce que Camara, tu peux pas l'enlever, c'est impossible. Richard, Camara est suspendu pour mercredi. Oui, juste. Pardon, j'avais oublié. Il a une suspension de dernier match en Coupe d'Europe. Ouais. Voilà, c'est pas sûr qu'il commence aussi. Hein. Alors voilà, donc imaginons qu'il commence. Bon, moi, je mets Rongier, Cuisance et Gay. Ça, c'est une certitude. Au milieu, je mets Payet et devant, je mets bien sûr Thauvin. Et mon problème, c'est Benedetto parce qu'il m'a fatigué. Il m'a grandement fatigué. Donc, des fois, j'ai des envies d'essai de Radonjic en pointe. Et voilà, peut-être c'est une grave erreur de ma part. Pierre va peut-être le dire, mais je suis tellement énervé par les prouesses en bois de Benedetto que j'ai envie d'essayer des choses, ou hacker, ou faire quelque chose. On peut toujours essayer Germain aussi. Enrique, Germain aussi. Luis Enrique qu'on a vu 5 minutes. Voilà, on n'a rien à perdre, on est en Ligue des Champions.
Là, de Alors, toute ben, manière, Pierre, avec l'OM, on peut vivre tout et n'importe quoi. C'est-à-dire prendre un 4-0, comme d'un coup faire un exploit extraordinaire. On sait comment ça se passe. Donc, il faut faire des essais, il faut tenter quelque chose. Même alors quitte Pierre, à revenir à l'équipe type en cours de match. Voilà, si j'étais AVB, j'essaierais de d'accord. quelque chose comme ça. D'accord. Merci Richard. Alors Pierre, si vous étiez AVB, est-ce que vous vous allez reconduire la même équipe ou encore un nouveau coup de poker peut-être Déjà, il pour ce faut match? composer avec les suspensions et les incertitudes. C'est sûr que s'il n'y a pas Camara et pas Calé-Cassar, ça va poser un problème parce que qui va jouer en défense centrale avec Alvaro? Balerdi. Il reste que Perrin, hein, Et Balerdi aussi. ou Balerdi. Ouais, donc il reste que Perrin. Moi, je serais assez D'accord. d'accord. Moi, je serais assez d'accord pour tenter le petit Hacké. Merci. On peut quand même penser que l'OM va avoir moins le ballon et qu'il va y avoir des espaces. Et avoir des espaces avec Benedetto, ça ne sert à rien. Autant avoir un joueur qui a quand même une certaine vitesse de course. Et Voilà. Moi, je suis assez pour tenter Hacké. D'accord. Alors, allez, juste un score. Chacun, vous allez tous me donner le prono du match, votre pronostic. Allez, on commence par Flo. Juste le pronostic, Ouais, s'il te plaît. je dirais 1-0 ou 2-0 peut-être. Ok, donc ça fait 2 pronostics. Voilà. Christopher, Je dis 3-1 pour l'OM. 3-1 pour l'OM. Richard, Ouais, personne nous attend. Je vois bien un 2-1 pour l'OM cette fois-ci. 3-1, ok, c'est 2-1, oui. Raph, Moi, je vois bien un 2-1. pour l'OM? Ouais, pour l'OM, ouais. D'accord. Et vous, Pierre? Un partout. Un partout. Je veux dire, D'accord. quand tu ne sais pas, tu dis un partout, ça fait comme cœur. On jouera ça à l'autofoot alors. On va passer à la dernière partie de l'émission, si vous le voulez bien. Les questions de nos chroniqueurs et de nos internautes à notre invité Pierre Ménez. On va commencer d'abord par les questions des chroniqueurs et on finira par les questions des internautes. Alors, une petite parenthèse, comme on l'a dit tout à l'heure, on a reçu beaucoup de questions de votre part. Pourquoi Pierre Ménez est anti-marseillais, anti-supporter? Je vous le redis encore une fois. S'il était anti-marseillais et anti-supporter, il ne serait pas en ce moment avec nous. Donc, on ne va pas aller plus loin. C'est une question de bon sens et de logique. Flo, ta question pour Pierre, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Ça va pas porter sur le foot, Pierre. Plus sur les films dans lesquels vous avez joué. Déjà, lequel avez-vous préféré tourner? Et est-ce que c'est possible de voir un film autobiographique sur vous dans les prochaines années? C'est possible quoi d'avoir? Un film autobiographique, un espèce de biopic. L'autre, Je suis même pas sûr que ça intéresserait ma mère. Mais je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'avais On dit. sait jamais, hein, on sait jamais. celui que j'ai préféré tourner, enfin celui qui me laisse le plus de souvenirs, c'est putain, le film où je fais un flic avec Boudère. Oh là là, la vieillesse. C'est Pas Taxi, Beurre sur non? la ville? Ouais, Beurre sur la ville, ouais. Beurre sur la ville. C'est pas forcément un bon souvenir parce que on a tourné tout le film dans le 93 et c'est peu dire que ça caillait sa mère, mais un froid de loup. Il y a une scène où on a une remise de médaille où on est en tenue de flic à la maison de la Légion d'honneur à Saint-Denis et on était obligé de nous mettre des doudounes et des chauffages entre les prises tellement il faisait froid. Il y a une scène où je dois courir après Josiane Balasco, il y avait de la neige, j'étais verglacé, j'ai failli me casser la gueule 10 fois. Il y a un village presque parfait où on a tourné 15 jours dans les Pyrénées et c'était sympa. Il y avait Zemoun, il y avait Elie Semoun, il y avait Denis Podalides, Laurent Deutsch. C'était un Didier Bourdon, c'était un tournage très très agréable. Pour les projets cinéma, là j'ai un projet de série sur les femmes de joueurs de foot. Ah, intéressant. Ouais. Qui se passerait à Monaco. Donc, je vais bientôt aller à Monaco pour présenter le projet à la principauté. Parce que, déjà, par définition, pour faire un film à Monaco, il faut avoir le droit de tourner à Monaco. Et puis, voilà. Et puis, j'ai un film dans les cartons sur l'univers de la télé qui est écrit, casté et tout. Mais le film de Denisot s'est tellement planté que c'est difficile pour les. Puis bon, on est dans une période où il n'y a pas beaucoup de gens qui investissent. Et puis, j'ai un vieux film sur
sur le foot qui a l'air de ressortir de ses cendres. Voilà. J'ai une D'accord. question, Donc, Pierre, c'était pour rebondir sur. Ah, désolé, Rafi, mais parce que pour rebondir sur la vas-y, question, vas-y. sur la réponse de Pierre sur le film à Monaco, il me semble que tu en as parlé dans l'émission Le QG avec Jimmy Labeu et puis et Guillaume Play. Oui, c'est bien ce film sur les femmes de footballeurs. C'est bien Ouais, ouais. celui-là. Ouais. Alors, ce ne sera pas tous des putes. Hein. Ça fait 35 ans que je suis dans le foot, donc des femmes de joueurs, j'en ai connu plein. Donc, il y a des gros michetots dans le tas, c'est évident, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a beaucoup d'histoires plus profondes que ça. Donc, Christopher, ta question, s'il te plaît, à notre invité. Alors oui, moi, ma question, elle est assez un peu plus de l'ordre personnel. C'est-à-dire, je voulais savoir, Pierre, parce que voilà, vous avez été chroniqueur un peu partout. Vous êtes certainement je pense, un des analystes les plus connus aujourd'hui. Et puis vous avez, d'un autre côté, regarde, vous avez comme survécu à une greffe l'année dernière. Vous avez survécu au Covid. Cette année, vous êtes un peu un survivor en même temps. Et je me suis posé la question. Je me dis, mais en ayant un peu tout ça, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous dit, tiens, qu'est-ce qui vous motive en fait aujourd'hui dans la vie de manière générale en fait? Alors, pour être tout à fait franc, avant ma greffe, je voulais arrêter ma carrière en 2020. J'ai 57 ans, je trouvais que moi je déteste les vieux cons qui parlent de foot à la télé, donc j'ai surtout pas envie de devenir ça. Et puis il y a eu cette greffe, il y a eu ces 7 mois où j'ai disparu non seulement de l'antenne, mais carrément de la circulation. Je dirais même que j'ai disparu de moi-même. Parce que tu vois, je le dis souvent, mais 2 mois après ma greffe, j'avais pas de voix, je marchais pas, j'avais pas d'humour, j'avais pas de blague, j'avais rien. Et à un moment donné où j'ai eu peur de pas redevenir le gros con que j'étais avant. Et puis Dieu merci, c'est revenu. Et c'est vrai que cette longue absence, ça m'a redonné un petit coup de booster. Donc là, on est reparti sur des droits télé qui vont durer 4 ans. Chez qui il faudra être très fort pour le savoir là maintenant, mais certainement pas 4 ans chez Mediapro. Ça, c'est une évidence. On va peut-être récupérer des choses, je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux. Voilà, dans 4 ans, j'aurai 61 ans, je referai un point. Déjà, je verrai si Canal veut toujours de moi, si moi j'ai toujours envie de faire ça, ou si j'ai d'autres projets. Voilà, je suis en vie, donc comme je suis en vie, tu sais, quand 6 mois après, non mais elle tient pas ton écharpe, Rafi. C'est pas grave, elle est tombée. 6 mois après, j'allais nager à la piscine dans un hôtel, un palace à Pornichet. Il y avait le chef de l'hépatologie de Beaujon où j'étais greffé, qui a une maison de famille quasiment collée à l'hôtel. Et il me dit, vous savez que les gens qui sont greffés 10 fois après 50 ans, normalement, ils travaillent plus. Je me dis, putain, moi, j'ai jamais autant bossé, moi. Ouais. Donc, comme je le dis souvent, j'ai un caractère de merde et là, ponctuellement, ça aide. C'est très bien. En tout cas, merci Juste- Pierre de vous dévoiler entièrement à nous. Richard, ça va être ta question. Donc, Alors, tu vas pouvoir- Rafi, Oui, non, c'est allez. juste une anecdote qui m'avait fait marrer dans Salut les Terriens, il me semble, avec Thierry Ardisson. Quand Pierre vous avez dit avant, on me traitait de gros con, maintenant, on me traitera juste de con. Et j'avais bien aimé. Quand Ouais, vous parliez aussi de votre maladie, tout ça, j'avais bien aimé. Finalement, je me suis trompé, on me traite toujours de gros con. Richard, je sais que tu Oui. l'attends ta question. Tu peux la poser à notre ami Pierre. Moi, sur la question, d'abord, je voudrais revenir sur votre état de santé, Pierre, puisque j'avais prévu de le faire à la fin, mais comme vous avez abordé le sujet, je voudrais tout simplement vous souhaiter une très très bonne santé parce qu'on sait le calvaire que vous avez passé. Et donc, Je crois que tu sais pas. oui, non, je pense que c'est pas. Très franchement, j'en ai pas fait des caisses, mais c'était parce que tu sais, même là, je suis au cœur d'une polémique avec mon bouquin. Et au début, ce bouquin, je voulais pas le faire, je n'avais pas envie de raconter ma vie, je voulais pas qu'on s'apitoie sur mon sort. Et puis, ma femme et ma mère m'ont dit que c'était important que je témoigne par rapport à la maladie que j'avais eue et qui est une maladie qui est totalement inconnue en France.
que 4 ans après, il n'y a que moi comme personnalité qui l'ai eu. Donc, malgré moi, je suis devenu symbole de cette cirrhose NASH. Et c'est un peu un fardeau à porter. Mais voilà, au niveau santé, pour répondre à ta question, ça va bien. Professionnellement, ça va bien. Je voulais juste vous souhaiter une bonne santé, mais après, j'ai encore ma question footballistique, parce que moi, Alors, on je tiens à t'écoute, rester vas-y. dans le football. Mais vas-y, pose ta question. On t'écoute. Je voudrais arriver aussi sur le cas Ben Arfa, parce que ça aussi, ça me tape dans le cerveau de voir un gars qui peut avoir parfois le niveau de Messi et qui gâche sa carrière comme ça. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, Père. Écoute, je l'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup, c'est pour ça. Vous êtes étonné que j'aime autant de footballeurs. Je l'aime beaucoup. Il est très attachant. La dernière fois qu'on a mangé ensemble, il était à Rennes. C'est un écorché vif qui a eu des problèmes familiaux. Voilà. Tu sais, venir de la cité, c'est un atout pour avoir du talent. Après, il faut être bien entouré. Regarde, Thierry Henry est superbement bien entouré. Kylian Mbappé est formidablement bien entouré. Tous n'ont pas cette chance. Et ça a été probablement plus dur pour Athème enfin, ça n'a pas été probablement, ça a été beaucoup plus dur pour Athème que pour d'autres. Mais c'est un talent fou. C'est un talent. C'est incroyable. C'est un talent. Il a plus de talent que Griezmann, que Payet. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est un gâchis. C'est un gâchis de voir un joueur comme ça qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. C'est ça. Mais c'est dommage. Ce qui est le plus rigolo, c'est que les trois, ils tombent dans la même génération. Nasri, de 87, Ben Arfa et Benzema, ils tombent en même temps. Et puis je pense que c'est le meilleur de la génération 87 aussi. Et Menez. Et Menez, oui, Menez. Et Laurent Blanc sélectionne les 4 pour l'Euro en Ukraine, parce que Laurent, lui, il fait confiance au talent. Moi, c'est ce qu'il m'a dit après. Il m'a dit, moi, j'ai fait confiance au talent, aux bons joueurs de football. Malheureusement, les mecs n'ont pas rendu cette confiance sur le terrain. Ben Arfa, après la défaite contre la Suède, Lolo, il arrive dans le vestiaire. Ben Arfa, il est en train d'envoyer des SMS. Donc, forcément, ça oui, c'est ce qu'on a dit. Soit l'ego, soit le manque d'intelligence. On va terminer avec la question de Raph pour les chroniqueurs, s'il te plaît. Oui, moi j'avais une question. Aujourd'hui, en plus, c'est l'anniversaire de David Bay, donc de la part de Genève et des supporters de l'OM, on lui passe un joyeux anniversaire. Mais Pierre, vous qui le connaissez et qui le fréquentez au Canal Football Club, est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour, il peut réussir en tant qu'entraîneur à Marseille? Je ne suis pas devin. Je pense qu'il peut réussir comme entraîneur parce qu'il a une passion incroyable pour le jeu, il en parle très bien, il a des idées très arrêtées, qui est plutôt pas mal pour être entraîneur. Après, il faudra, je lui ai dit d'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'il fasse bien attention à son relationnel avec les joueurs. Mais voilà, moi je suis pas trop pressé qu'il devienne entraîneur, mais je suis très content qu'il soit avec moi sur le CFC. Hein. Vous avez pas envie de le quitter. On va passer aux questions des internautes. Alors on a une question de Auguste. Peut-on parler de révolution depuis l'arrivée de Villas-Boas ou tout simplement d'une légère amélioration? Il n'y a pas quelque chose d'intermédiaire là? C'est ce que voilà. Merci Richard. Je ne pense pas que ce soit une révolution. Je pense que la révolution, ça a été Guéretz et Bielsa. Et Villas-Boas, c'est du Deschamps portugais. Hein. C'est du pragmatisme. C'est une volonté de jouer très limitée qui s'adapte. Ça donne d'ailleurs finalement pas si mal à l'effectif dont il dispose, parce que je pense qu'avec cet effectif-là, si l'OM part à la Bourdaille, ils se font déchirer de partout. Donc voilà, c'est un entraîneur intelligent qui tire 100% de son effectif. De là Pierre, comme vous disiez tout à l'heure, Payet à gauche, il pourrait rester dans le 4-2-3-1 quand même. Hein. Oui, non mais
Ça veut pas dire qu'il fait tout bien. L'année dernière, quand il va au Parc des Princes et qu'il a déjà perdu et qu'il en prend 4 à la mi-temps, là, il se trompe. Maintenant, moi, je l'apprécie beaucoup. Un jour, il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il me remerciait bien parler de lui, ce qui m'a mis un peu sur le cul parce que j'ai pas tellement l'habitude de recevoir ce genre de SMS. C'est un gentil garçon, à ce qui paraît. Ouais, on s'est vu. En fait, on s'est vu une seule fois, c'est quand à Rennes l'année dernière, et on avait beaucoup de plaisir à faire sa connaissance. Mais toujours beaucoup de plaisir à être avec cette équipe de l'OM. C'est un des premiers matchs, où je pense même le premier match que j'avais fait en déplacement professionnel après ma greffe, c'était Caen PSG, et à la fin, j'avais interviewé Payet et Thauvin. Adil m'avait donné son maillot. J'avais posé avec le maillot d'Adil, ce qui pour le coup m'avait valu de me faire insulter par les supporters parisiens. Ça fait une variante. Non, pas une révolution, mais je pense que c'est un entraîneur qui capte 100% des qualités de l'effectif. D'accord, merci. Alors, Lucien Harvey sur Twitter vous demande « Penses-tu sincèrement que l'OM peut finir deuxième de sa poule en Ligue des Champions ?» Redis-moi ça, j'ai pas compris. Pensez-vous sérieusement que l'OM peut finir deuxième de sa poule en Ligue des Champions? Sincèrement, non. Je pense c'est la réponse qu'il voulait. Je pense que troisième, ce serait bien. D'ailleurs, j'étais assez étonné. On a fait le sondage au CFC samedi. Et moi, je pense qu'il peut faire l'exploit, mais je préfère être troisième pour jouer la Ligue Europa. Parce que, de toute manière, tu passeras jamais les huitièmes de finale. Donc, Et une question de Nelson après, s'il vous plaît. Que penses-tu de l'effectif actuel et du management de l'OM cette saison? Et du management de l'OM cette saison, pardon. Que penses-tu de l'OM? Déjà, ça fait plus d'un an qu'il est là. Il y a eu 0 conflit avec personne. Oui. Ça, j'aime. J'aime quand il n'y a pas de friction, quand il n'y a pas de. Ouais, je trouve que ce club. Et puis on voit que les joueurs l'aiment. Hein. Voilà, et ce club, c'est une famille, tu vois, et ça c'est important, quoi. Donc moi, je pense que la gestion du club, elle est très très bien. Puis soyons quand même très francs, si Villas Bolas est encore là, c'est à la demande des joueurs, hein. Sinon il serait barré. Hein. Ça c'est sûr. D'accord. Alors on va terminer par la dernière question c'était la mienne. Je sais que vous avez eu une expérience de dirigeant de club. Moi, j'avais envie juste de vous poser la question, est-ce que vous auriez voulu ou est-ce que vous envisagerez un jour, pourquoi pas, un Pierre Ménez, directeur sportif ou président d'un club, ou c'est pas quelque chose qui vous tente? Tiens, pourquoi pas l'OM? Écoute, je fais toujours la même réponse à cette question. Si je retourne dans un club, ce sera en ayant les pleins pouvoirs dans la mission qui me sera confiée, ce qui n'était absolument pas le cas à Reims, où j'ai été jeté comme un chien dans un jeu de tir. Et puis surtout, aujourd'hui, il faut aussi voir les choses franchement. J'en suis à un niveau de rémunération avec Canal, mais aussi avec mes collaborations extérieures et au premier lieu le jeu FIFA. Que si je veux avoir à peu près le même salaire dans un club il faut que je tape dans le top 5 de Ligue 1, quoi. Et je suis pas sûr que le top 5 de Ligue 1, on ait grand chose à foutre d'avoir Pierre Ménès avec lui. Maintenant, si un jour on me proposait d'être président de l'OM, honnêtement, je réfléchirais. D'accord, et vous ferez venir Habib Beye comme entraîneur alors? Honnêtement, je réfléchirais. On retient ça, Pierre. Alors, mais bon, je sais que si j'acceptais cette mission, je me ferais insulter, j'aurais des banderoles, j'aurais tout ce qu'il faut, mais après. Tiens, en tout cas. On fera la balance, on apportera des compliments, nous. C'est pas grave. À vous 5, ça va être chouette. Non, mais bon. Après on fera les talks dans ce sens. Moi, je n'oublie jamais un truc, c'est que Bernard Tapie, il n'y a pas plus parigot que lui. C'est vrai. Tu l'entends parler, il a l'accent parigot, il l'a toujours. J'en profite pour lui passer un très. C'est vrai qu'il a l'accent parisien. J'en profite pour lui passer un amical et émouvant bonjour, parce que j'ai une profonde admiration pour cet homme et ce qu'il a réussi, même si tout n'est pas rose, même si tout n'est pas clair, on s'en fout.
le mec, il a quand même réussi. Pierre, j'avais une vingtaine d'années à cette époque-là, et je peux vous garantir que ce qu'on a vécu à Marseille, je le souhaite à toutes les villes du monde, parce que d'abord Marseille, c'est déjà extraordinaire, mais en plus, avec Bernard, ça a été l'apothéose, ça a été une étoile sur Marseille. Les Marseillais, ils disent encore notre boss. Des jeunes de 17 ans ils disent c'est notre boss. Et ils n'ont pas vu tout ça. Et, donc, je pense à lui parce qu'il est malade et qu'il se bat. Je pense très sincèrement que si c'était pas Bernard Tapie et l'énorme tour de couilles qu'il a, il serait déjà décédé depuis 2 ou 3 ans. Bien sûr. Voilà, je l'aime profondément. On s'écrit assez souvent. J'avoue que j'ai pas le courage de l'appeler au téléphone parce que à chaque fois que je vois sa voix sur un extrait, ça me bouleverse. Et que voilà, moi j'ai tellement souffert de la maladie que je ne pense pas être capable d'avoir une discussion avec quelqu'un qui a une voix comme ça. Mais bon, il sait que je l'aime profondément, que je lui écris souvent, j'écris souvent à Stéphane aussi. Voilà. Et, oui, ton fils, oui. Vraiment... On va tous lui souhaiter beaucoup de courage à Bernard Tapie et un bon rétablissement. Et on espère qu'il ira rapidement mieux. Notre émission touche malheureusement à sa fin. C'était un plaisir. Vous bien niqué, je vous avais dit 45 minutes, ça fait 1h05 qu'on parle. Hein. Toi, tu m'as bien. Non, mais maintenant, Pierre, vous allez nous faire une petite promesse, Pierre. Dis-moi. Vous allez nous faire une petite promesse de revenir encore une autre fois et d'autres fois. Si vous voulez, oui, non, c'était ça. Avec plaisir, Pierre. Là, alors, le rendez-vous est pris pour une prochaine fois, Pierre. On vous remercie infiniment On vous remercie, Pierre. Et encore une fois, à vous aussi, une bonne santé. Gardez le moral que vous arrivez toujours à avoir, cette force que vous avez. Et nous, on sait que vous savez être dans la neutralité et que vous êtes un bon journaliste. On le sait. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à bientôt. Je suis pas en train de me masturber, hein, je caresse mes chiens. Hein, oui. D'ailleurs, il est très beau, on n'en doute pas, Pierre. En même temps, il faut être balèze, mais bon. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à bientôt.